Voilà, donc bonjour. Donc il m'a été demandé de vous présenter la flexibilité managériale. Donc d'emblée, j'avais le choix entre vous faire un exposé un peu désincarné, une vision d'état-major, ou plutôt un exposé de terrain, vu par l'opérationnel, qui est centré sur l'homme, et j'ai choisi cette deuxième formule. Le terme de flexibilité managériale n'existe pas dans les armées. Non pas qu'on n'évolue pas, mais on pourra peut-être en parler au niveau des questions. Il y a une distinction de fait entre management et commandement. Donc je suis parti d'une définition civile pour vous présenter un peu une expérience qui a été mon expérience militaire. Ce que j'en ai retiré, parce qu'en fait j'ai changé 16 fois de garnison, j'ai eu 15 emplois différents, donc il y a quand même une grosse mobilité. Donc qu'est-ce que j'en ai fait au plan managérial, au plan de la flexibilité? Et je vous propose en dernière partie donc un exemple d'application qui est donc la direction du centre ethnique de Belfort, puisque j'ai pris ma retraite il y a 8 ans maintenant. Bon, un constat de départ, la mobilité que j'évoquais à titre personnel, en fait, elle est vécue par tous, aussi bien par vous que par les militaires. Par les militaires, c'est statutaire, parce que ça fait partie des statuts. Les officiers, tous les 2 à 3 ans, doivent bouger, en conséquence des événements de la journée. Alors, la carrière militaire, un planisphère, parce qu'en fait, j'ai servi dans la coloniale, dans les troupes de marine. Donc, j'ai alterné des séjours en France d'outre-mer et à l'étranger, avec à chaque fois des changements de fonction. Affirmer sa singularité professionnelle, ça veut dire savoir définir, non pas ce périmètre d'attribution et l'économie, mais en quoi ces nouvelles attributions, quelle est la plus-value des nouvelles attributions dans l'environnement qui est le nouveau, qui est le sien. Donc la plus-value. Et à partir de là, se déterminer donc une identité, quelle est sa singularité professionnelle, et ensuite comment l'affirmer, et à partir de là, mettre en place le réseau qui va bien, un réseau... tout ceci passe par une bonne connaissance de soi, pour identifier ses points forts, identifier ses freins. Les points forts, ce sont les ressources, je vais y venir dans un instant, et les freins, savoir à quel niveau ils se situent, au niveau des valeurs. Parce que là, je me retrouve dans la fonction, parce qu'un chef doit pouvoir dire non. Et donc mobiliser ses ressources pour agir. Alors quelles ressources? Donc, je vous ai listé ici, pour moi, ce qui est indispensable pour pouvoir effectivement s'adapter à toute nouvelle situation, à tout nouvel emploi. Bon, je n'ai malheureusement pas le temps de les développer toutes. Je vais simplement donc me concentrer sur ce que j'ai appelé les compétences instrumentales, c'est-à-dire les compétences métiers. J'en ai tiré d'autres enseignements. Le positionnement du chef. Quand on est au combat, le soldat regarde son sergent. Le sergent regarde son lieutenant. Tout se passe à l'imitation. On ne commande même plus, c'est l'imitation. Et là, l'enseignement que j'en ai tiré, c'est que il me regarde et le chef doit être à l'endroit où il peut commander. Et c'est ce que j'applique, y compris maintenant dans ma structure, c'est d'où ça pointe, je suis là, on peut me voir. Autre enseignement, c'est la confiance accordée. Quand la première fois j'ai commandé à l'assaut, on était tous levés dans le salle, et que je me suis levé, j'ai senti autour de moi que les gens se levaient. Là, j'ai été fier parce que je dis là, t'es un chef. Et moi, le chef, c'est celui qui peut dire à ses hommes en avant, sachant qu'ils vont risquer leur vie. Et cette confiance, elle est accordée au chef parce que le soldat fait confiance à son chef. C'est un postulat de départ, il sait qu'il est compétent, qu'il a les qualités. En retour, le chef lui a des obligations. C'est de savoir donner des ordres dans les moments importants, c'est de savoir préserver le potentiel. Donc la première compétence qui est attendue d'un chef, c'est celle de son niveau d'emploi. Il doit être excellent dans son niveau d'emploi. Il doit notamment maîtriser toutes les techniques managériales. Donc, je ne vais pas revenir sur le management situationnel. Mais en fait, c'est bien de ça dont il s'agit. La deuxième compétence, c'est de maîtriser les savoir-faire des niveaux subordonnés. Non pas pour faire à leur place, parce qu'un subordonné n'attend pas que le chef fasse à sa place. Il attend en revanche du chef qu'il puisse lui identifier les voies de progrès.
J'étais un peu long sur cette partie ressources parce qu'en fait, pour moi, l'enseignement majeur, il est là. Plus une personne est capable de s'adapter, plus sa capacité de rebondir est grande. En fait, c'est la résilience. Et une des clés de la gestion de la flexibilité, c'est de savoir accroître sa propre capacité de résilience et d'augmenter le coefficient de résilience de ses supports. Donc je suis aujourd'hui directeur d'un centre épide. Je vous propose de passer dessus. C'est passionnant. On prend des jeunes qui sont cassés par la vie. Et donc on les remet debout. J'espère qu'il y aura des questions là-dessus. L'objectif, c'est 1200 jeunes accueillis en 2012. Voilà ce que sera mon centre en 2012. Voilà ce qu'il y a actuellement. J'ai 80 jeunes. Donc ce sont de jeunes majeurs en grande difficulté qui veulent s'en sortir. Notre objectif à nous, c'est l'autonomie de ces jeunes. C'est de faire en sorte que, après un passage chez nous, c'est un établissement deuxième chance, les Pays-Bas, donc c'est un internat éducatif. Donc au bout de 8 mois à 10 mois, on les a remis en marche, donc on a levé tous les freins psychologiques, médicaux, cognitifs, etc., etc. Donc nous sommes devenus à l'EPID, donc un centre, vraiment des orfèvres en matière donc de remobilisation d'une jeunesse qui a tout loupé mais qui veut s'en sortir. L'EPID a du résultat, mais l'EPID ne serait rien sans ses partenaires. Partenaires amont, mission locale, Pôle emploi, on en a parlé, qui nous prescrivent des jeunes, et puis ensuite les partenaires aval, qui mettent les jeunes à l'emploi. C'est vous, c'est les chefs d'entreprise. Alors ce qu'on en attend, c'est qu'on donniez la chance à ces jeunes-là de pouvoir démarrer une vie normale. Notre objectif, si je voulais parler un peu trivialement, c'est de les rendre attractifs. Attractifs pour eux-mêmes, parce qu'en fait, ils ont une très mauvaise image d'eux-mêmes. Et la première chose qu'on fait, c'est de travailler sur l'image de soi, l'expression de soi. Et on veut les rendre attractifs pour les chefs d'entreprise, pour qu'ils leur donnent leur chance. On s'engage contractuellement pour chaque jeune qui part en insertion, et notamment à ce que ce jeune soit formé, à ce qu'il effectivement il partage les mêmes codes sociaux que nous. Donc je vous laisse la méca. Il y a 20 centres, vous avez vu que toute la France est couverte. N'hésitez pas à prendre contact avec les centres EPID. Vous faites www.epid.fr, vous avez tous les numéros de téléphone, vous avez tout.